va dormir chez la dame de Haute-Savoie, mais quand on va dormir chez la dame de Haute-Savoie, on n'est pas un harceleur. Alors Nadine Touzeau, c'est à nous. Nadine, j'ai envie que nos amis qui nous suivent sur Air Show dans Vivons Coachés fassent mieux connaissance avec vous, d'accord? Avec plaisir. Si vous voulez bien. Alors d'abord, vous avez un métier qui intrigue et un titre de métier qui n'est pas anodin, qui n'est pas banal, puisque tout le monde n'est pas profiler, puisqu'on ne dit pas profileuse. Alors pour nos amis auditeurs de Air Show et de Vivons Coachés, qu'est-ce qu'un profiler, Nadine? Un profiler, c'est quelqu'un qui est capable de détecter un profil, tout ce qui est comportemental d'une personne, soit en la voyant, soit sans la voir. Par exemple, j'ai une collègue en Angleterre qui est très douée sur le son, qui analyse extrêmement bien le son, et quand elle écoute quelqu'un, elle est capable de créer un profil d'une personne. Donc c'est précis. Rien qu'en l'écoutant. Voilà, moi c'est sur photo par exemple. Vous, sur photo, vous êtes capable de dire des choses d'une personne? En 1 minute. En 1 minute. Sur une image, en 1 minute, mais on n'a pas besoin de voir la personne. En fait, on collecte un ensemble d'informations, de par ces informations-là, on va construire un profil. D'accord. Et les informations ne sont pas uniquement sur le comportemental, c'est un objet posé quelque part. Si on suspecte que ça peut être posé par une personne qui est de l'individu que l'on va profiler, on va essayer de comprendre pourquoi c'est posé comme ça ou pas. D'accord. Alors, petite question, vous avez été formé chez Paul Ekman, la fameuse école de Paul Ekman, qui est quand même une personnalité, entre autres. Racontez-nous en quoi consiste cette formation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y apprend chez Paul Ekman? On apprend beaucoup de choses chez Paul Ekman. Alors, il y a déjà les 7 expressions faciales universelles. C'est une résultante des travaux qu'a fait Paul Ekman pendant des années lorsqu'il a étudié des peuples en Afrique noire. Il y a ce qu'on appelle la détection de signes, qui est aussi un mot qu'on utilise dans notre métier. Donc le signe, pour nous, c'est tout mouvement ou toute chose, tout comportement en fait. Éléments qu'on va collecter, par exemple, sur le visage. Et il y a ce qu'on appelle aussi le lie and true. Donc le signe, par extension, va nous dire si c'est congruent ou pas congruent, c'est-à-dire si c'est en phase ou pas. Par exemple, alors, parlez de la congruence à nos amis auditeurs, parce que c'est quelque chose, c'est un mot évidemment, moi en tant que psychosociologue et coach, je connais, mais tout le monde ne sait pas exactement ce qu'est la congruence. Je vais faire un super exemple, puisque l'affaire vient de ressortir, et on m'avait demandé il y a des années de voir si on pouvait gagner en temps et en moyens et en efficacité si j'avais fait une analyse vidéo sur l'affaire Fiona, Cécile Bourgeon. À une époque, je ne sais plus le mot précis qu'elle disait, mais elle disait en gros il fallait rechercher sa fille, aidez-moi à rechercher ma fille, quelque chose comme ça. Et elle faisait ça. Elle faisait non de la tête, les auditeurs ne voyaient pas, donc elle faisait non de la tête, on disait ça. Donc ça s'appelle une incongruence. Mais les auditeurs voient parce que vous êtes en Facebook Live. C'est vrai, autant pour moi. Donc elle faisait non, pour ceux qui écoutent et qui ne sont pas en live, c'est pour ceux qui écoutent uniquement, elle faisait non de la tête en disant ces mots-là. Donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. Quelques minutes après, j'avais détecté une micro-expression de dégoût. Donc c'est aussi la détection de micro-expression avec Ekman. Donc c'est des millièmes de seconde d'un signe qui va apparaître. Alors quels sont vos... On va aller loin, hein, mais un petit peu... Je sais que vous ne pouvez pas tout développer. Hein. On peut dire que vous travaillez avec des grandes instances internationales sécuritaires, mais on ne dira pas de nom. Mais vous avez quel type de clients quand même au sens général du terme? Ça peut être des entreprises qui font appel à vous, ça peut être des institutions qui font appel à vous, ça peut être quoi exactement? Alors globalement, on va parler plutôt de la partie économique, parce qu'on ne connaît pas suffisamment le profilage pour l'économie. Ça va être par exemple des recrutements. Même pour des recrutements, vous appelez? Bien sûr, pour vérifier, parce que les tests sont déjouables, pour vérifier la fiabilité de la personne, mais aussi pour déceler le meilleur candidat à certains postes, notamment des postes stratégiques. Alors, je vais vous poser une question très d'actualité. Vous savez qu'on a un président de la République jeune, qui est une sorte de JFK à la française, que beaucoup de cliniciens se sont penchés sur le cas d'autres présidents de la République. Hein, non, on va mettre les pieds dans le plat, puisqu'il y a eu sur YouTube, tout le monde a vu, chers amis auditeurs, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, foncez-y, puisqu'il y a un psychiatre italien qui a fait un tableau clinique d'Emmanuel Macron de 8 minutes qui est assez à pas piquer des hannetons, n'est-ce pas? Vous, en tant que profiler, vous êtes penché pendant la campagne présidentielle sur... candidat Macron? Alors, je me suis penchée sur tous les candidats, figurez-vous. J'ai fait des profils à environ 35%, parce que je suis prudente et je ne fais aucune politique. Hein, nous sommes dans la neutralité, dans notre métier. Bien sûr. Ça a fait un buzz international, mais énorme. Mon blog a complètement explosé. Dans le monde entier, tous les profils, et on les attendait. À un tel point, c'est qu'un candidat qui n'avait pas son profil parmi les autres me faisait appeler par son bras droit. Carrément. Oui, j'ai eu ça. Donc bon, certains je l'ai fait, d'autres je l'ai pas fait parce que mais Macron, vous êtes penché. Je l'ai fait. C'est quand même un personnage. J'ai trouvé très intéressant l'étude du psychiatre italien. Mais je ne peux pas tout dire parce que je suis quelqu'un de prudent et je ne fais pas de politique. Ne dites pas tout. Ne dites pas tout. Ceci dit, on a quand même quelqu'un qui, en ce moment, à partir du moment, on sait que c'est des hyper contrôlants, hein, donc à partir du moment où on dirait des choses un peu trop touchy, c'est quelqu'un surtout d'extrêmement. Il a beaucoup d'intelligence. C'est un très haut potentiel, on appelle ça des HP, des hauts potentiels, mais lui c'est un très haut potentiel. C'est un très haut potentiel et qui sait parfaitement utiliser ce qui est nécessaire
assez fin. Oui. Donc c'est encore plus haut mais en termes d'intelligence. Le psychiatre italien parlait quand même d'un côté PN assez développé, mais on n'ira pas jusque-là. Voilà. Cela ne nous regarde pas, quoique nous sommes quand même citoyens français. Ceci étant, moi ce que je trouve, après voilà, je prends peut-être des risques en tant que psychosociologue et homme de médias à nos télés, c'est que je trouve tout de même que lorsqu'on atteint une fonction suprême aussi importante à 39 ans, n'oublions pas, chers amis auditeurs, que ceux qui l'avaient atteint, je pense à tous ceux prédécesseurs, hein, les Sarkozy, les Hollande, les Mitterrand, les Giscard aussi, même Giscard, parce qu'il n'avait pas 30 et quelques années, c'était des gens qui étaient arrivés après des décennies et des décennies de combat, qui étaient burinés, qui avaient pris des coups partout, qui avaient des cicatrices partout. Lui, il est arrivé un peu frais et moulu, comme ça, avec à peine un an de politique derrière lui. Et il atteint un petit peu ces dernières semaines, excusez-moi de vous le dire, moi, qui est un peu l'hubris des Grecs, c'est-à-dire un peu une espèce de comportement à la démesure et d'excès, non? Vous ne sentez pas un peu ça? En fait, j'avais décortiqué qu'il y aurait 3 phases pour ce personnage et il est dans la 3e. Déjà. Il est déjà dans la 3e. Je savais que c'est Gravit, j'ai dit qu'il était brillant, hein. J'ai bien dit qu'il était brillant. Il est brillantissime. Et donc, il faut peut-être voir les choses autrement. C'est quoi la 3e? Vous nous mettez la bouche là. La 3e, c'est que ça va être son pouvoir à lui. C'est ça. Je vais juste résumer, son pouvoir à lui. Oui, oui. C'est ça. Et donc, quelque part, les autres politiques on se sont frayés un chemin, mais on peut avoir été très portés pour des fins d'autres personnes. Développé. Peut-être qu'il est arrivé ici parce qu'il fallait qu'il arrive ici, porté par certaines personnes. Il y a du monde derrière. Exactement. On est d'accord. Alors, revenons à vous. La FCE, vous pouvez dire à nos amis auditeurs, vous êtes membre de la FCE, la CFE, pardonnez-moi. Qu'est-ce que la CFE? Alors, Association Certified Fraud Examiner. Donc, je suis membre depuis 3 ans maintenant aux USA. C'est une association qui a été créée donc aux États-Unis dans le but de lutter contre la fraude et la corruption. Donc on ne devient pas membre par hasard, on est coopté par quelqu'un qui est en généralement très très bien placé au niveau haute sécurité. Et ils font une enquête sur vous, surtout les Américains. Vous savez bien ce que c'est, comment ils fonctionnent. Il faut une enquête sur vous. Il y a des gens à Airshow qui connaissent bien les Américains. Moi aussi. Donc voilà, et on a ce qu'on appelle une éthique que l'on doit porter, et c'est une fierté pour moi de l'être, puisque ils m'ont rappelé pour que je reste, et donc du coup je leur suis absolument loyale. Enfin, de toute façon ça fait partie de moi. Une éthique qui va aussi dans la neutralité, que l'on pratique dans notre métier, puisque notre métier se veut qu'on ne peut aller dans aucun réseau d'influence. Ni maçonnerie, ni spirituelle, ni autre. Exactement, parce qu'on défend des dossiers. J'ai quand même un diplôme, vous parliez d'Ekman, c'est un diplôme international à valeur juridique, leader au monde sur le sujet, qui a été dispensé à la CIA et au FBI notamment. Et donc par rapport à... C'est pas mal qu'on ait parlé. Hein. Par rapport à toute cette éthique-là que représente notre métier, nous devons être au plus près de la neutralité. De toute façon, tous ces métiers qui sont dans les sciences du comportement, je rappelle, non reconnus en France. Hein, alors là, je prends la balle au bon. Ouais. Et je vous pose ma question suivante. Votre métier, qui est passionnant, et je pense que tous nos amis auditeurs et qui regardent sur Facebook se disent, on a un profiler parce qu'on ne parle pas au féminin avec nous, mais quand même, qu'est-ce que pense la France de votre métier? Où ça en est? C'est ça qui est intéressant. Il y a 2 ou 3 discours, il y en a 2 déjà. J'en vois 2 en tout cas spontanément. Le premier, c'est que on sait que c'est intéressant, on sait qu'on en a besoin, on sait qu'il le faut, mais il y a des réseaux d'influence. Donc je ne vais pas me développer, tout le monde connaît le sujet. Ensuite, il y a le terrain, on a besoin, je parlais encore avec des commissaires il n'y a pas longtemps, ou d'autres gens, même des forces spéciales, enfin des militaires ou tout un tas de gens, ils disent on en a besoin, il nous faut, on ne comprend pas. Et même sur le net profiling. Sur le net profiling, puisque l'avantage de profiler dans l'espace réel, c'est que derrière, on peut aussi profiler dans l'espace virtuel. C'est juste un peu différent. Et puis ensuite, il y a le terrain, le peuple. Les gens qui se disent, mais pourquoi on n'utilise pas assez ce genre de personnages dans nos pays? Et les sciences du comportement sont extrêmement en retard en France, donc on a une visibilité internationale qui n'est pas crédible, du coup. Et notamment en cybercriminalité. Je fais une conférence l'année prochaine à Cardiff au Behavior Analysis Show. Je suis honorée de faire une conférence, c'est quand même très professionnel, très scientifique. Et ce sera la première conférence sur le comportement des cybercriminels, donc l'objet de mon livre et de mes travaux de recherche. Alors, votre livre, venons-en.
Il est là, mais on peut l'avoir sur Amazon aussi, sur Kindle. Hein, c'est Net Profiling, analyse comportementale des cybercriminels, n'est-ce pas c'est la clé USB qui est, la clé USB collector. Voilà. Alors racontez-nous un petit peu, parce qu'en plus c'est la préface d'un certain Christophe Naudat qui en ce moment est mouillé dans une affaire et je crois qu'il est en prison à cause de l'affaire des narcos. Racontez cette affaire. Mais alors votre livre parle vraiment. L'affaire de Christophe c'est autre chose, ça n'empêche que c'est quand même, je pense, un grand professionnel. J'ai jamais travaillé avec lui, mais en tout cas il a été correct avec moi. Il m'a aidé à écrire, pas à écrire, mais à comment dire, à structurer, voilà, exactement, structurer mon livre. Et donc du coup il a fait la préface. Ce livre, en fait, c'est quand j'ai voulu profiler dans l'espace virtuel, il s'est passé que je me suis pris une porte blindée dans le mur parce que j'ai voulu faire dans le virtuel comme je faisais dans le réel. Ce que tout le monde fait. Et bien, c'est juste une grosse erreur. Et c'est comme ça que j'ai découvert toutes ces différenciations comportementales, ce qu'était l'espace virtuel, comment il fonctionnait. On ne peut absolument pas comparer l'espace virtuel à l'espace réel. Et quand on veut vraiment appréhender dans l'espace virtuel, il faut absolument comprendre et apprendre cet endroit-là. Et arrêter de le juger, arrêter de le critiquer, arrêter de négativer. Il faut juste considérer tel qu'il est. Et une fois qu'on a bien compris ça, là on peut vraiment investiguer dans cet espace. Or, nous faisons dans l'espace virtuel en investigation comme on fait dans l'espace réel. Alors, ça parlons des cybercriminels. On parle souvent, parce que vous savez que moi j'avais formé à un moment donné les gens qui travaillent dans les prisons, qui avaient mis tous les Daesh dans un coin. L'idée était, alors moi je suis allé former là-bas, parce que je suis formateur coach. Il y a des chercheurs qui ont fait des analyses dernièrement, je suis en train de lire ils allaient jusqu'à il y a quelques années, et c'était très peu connu par les gens, à la différence de vous, dont c'est le métier, ils allaient sur Telegram, ils allaient sur des sites comme ça, ils allaient même sur ce qu'on appelle le Darknet, n'est-ce pas? Et voilà, Darknet, Dark Web, Tor et tout ça, mais surtout Telegram aussi. Bon, alors maintenant c'est un peu plus utilisé. Il faut rappeler que Telegram, au départ, à la base, c'est un libertaire russe qui l'a créé parce qu'il était anti-Poutine. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un libertaire qui a créé ça et c'est les terroristes qui l'ont utilisé. C'est pas anodin ça, n'est-ce pas, Nadine? Ah non, mais alors justement, c'est bien de parler des terroristes parce qu'il ne faut pas dissocier, en effet, merci pour ce parallèle, vous le faites bien, le terrorisme, le cyberterrorisme, il ne faut pas le dissocier. Là encore, une erreur que nous faisons. En fait, les terroristes vont utiliser n'importe quoi. Je me rappelle une petite histoire sur une affaire sur laquelle j'ai travaillé, qui a été médiatisée, où j'avais découvert, en fait, parce que les gens disaient c'est un criminel qui se déplace partout en France. Et j'arrivais pas à trouver les éléments, les congruences, justement, pour justifier cela. Et à force d'analyse, j'ai dit je crois savoir ce qui s'est passé. En fait, il donne le mode opératoire en background, donc de tout ce qui est dark web et ainsi de suite, en utilisant des sites web, des portes divers et variés, des fois des tout petits sites de rien du tout, ils passent dessous, etc. Techniquement, je ne saurais pas assez développer, mais les gens sont très doués pour le faire, j'ai des partenaires avec qui je travaille qui font ça. Et donc les autres utilisent ça comme des informations nécessaires pour pouvoir les dupliquer, les appliquer et ainsi de suite. Ce sont des informations données par ces terroristes. Et derrière, ils le réappliquent dans le monde réel, mais ça crée plusieurs signatures. Du coup, en investigation, c'est beaucoup plus compliqué. Ouh là là. Mais alors, les États font appel à vous, quelque part, parce que... Alors, ah non, évidemment, pas suffisamment. Hein. Oui, mais ils devraient, parce que c'est peut-être ça. Enfin, je dis pas, je veux dire, le risque zéro n'existe pas. On dit pas que vous auriez pu éviter le Bataclan. On dit pas que vous auriez pu éviter le Stade de France. Mais en tout cas, vous vous rappelez, Arnaud, que le 13 novembre, on était là. Hein, c'était la journée mondiale de la gentillesse. On faisait une émission sur la gentillesse, vous imaginez, ici à Air Show avec Arnaud, Kobe. Et donc, voilà. Mais quand même, vous êtes précieux pour les institutions. Alors, je vais vous raconter aussi autre chose. Quand les premiers migrants sont arrivés dans les pays de l'Est, il y avait beaucoup de vidéos qui étaient faites. Et moi, j'en ai analysé quelques-unes. Et j'ai envoyé mes résultats à mes contacts français qui sont très bien placés. Et c'est pouf, une pierre à l'eau. Ça n'a rien fait. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous êtes trop promouvant, trop précurseur, vous avez de l'avance, c'est ça? Alors c'est vrai j'ai beaucoup d'avance. Déjà, se mettre à l'eau de recherche, ben oui, ils ont beaucoup d'avance. Il y a beaucoup de scientifiques dans le monde qui les utilisent, qui travaillent dessus. Mais je ne sais pas, enfin j'ai mon idée, mais je ne veux pas la dire publiquement en tout cas. Alors, dernière question, parce qu'on pourrait passer des heures avec vous, mais on va revenir sur le harcèlement sexuel. Comment vous voyez dans 3 ans on imagine Nadine Touzeau, grande profiler, en 2020, revient à Air Show, dans Vivons Coachés, et pas dans d'autres émissions, j'espère en tout cas. Hein, non, parce qu'il y a des champions sur notre radio. Voilà, mais vous nous les profilerez. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimeriez? Quel serait votre rêve pour avoir atteint encore une meilleure version de votre métier, de vous-même? Mon objectif en tant que scientifique aujourd'hui, c'est de se dire qu'on ne crée pas les choses pour soi. Et moi, j'apprends tous les jours. En fait, je ne sais rien. Donc déjà, c'est de développer mon savoir et ma connaissance, que je fais tous les jours, mais la prodiguer encore plus. Donc l'idée, c'est d'enseigner
d'accompagner, de former, mais surtout d'être sur le terrain beaucoup plus que je ne le suis aujourd'hui, pour sécuriser et cybersécuriser au maximum les gens. Voilà. En tout cas, on vous remercie du fond du cœur ici à Air Show, toute la direction aussi. On vous témoigne nos gratitudes. Vous vous dévoilez alors que vous travaillez pour des institutions et normalement vous ne le faites pas souvent, Nadine. Et on était très honorés. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Hein, on va avoir encore des gens harcelés sexuellement et vous avez des choses à leur dire. Merci. Chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. A tout de suite. Merci beaucoup.